tu demanderas à n'importe quel entrepreneur, il te dira toujours, ça ne va pas assez vite. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont cette capacité de toujours avancer. Le cas de Steve Jobs, c'est l'entrepreneur parfait, il a cartonné, mais il a une vie de famille catastrophique. Après, on dira, oui, mais il a fait ce choix. S'il a fait ce choix consciemment, j'ai pas de problème, en fait. Les émotions, ça sert à quoi pour un entrepreneur? Tu prends un chirurgien, il va te faire 1000 opérations nickel. Le jour où tu lui dis sur le billard, c'est ton fils, c'est pas pareil. Parce que l'émotion va venir faire le lien. Ce qui fait qu'il va être connecté et l'enjeu, par défaut, va être beaucoup plus important. Et qui dit enjeu max, dit perte max. Moi, la vie, je la vois comment? T'as un accélérateur et un frein. Il y a un moment où tu dois lâcher prise, t'appuies sur le frein, et il y a un accélérateur si tu dois avoir un objectif et foncer. Mais pour faire ça, il faut que la route, elle soit clean. Au bout d'un moment, sinon, tu sais plus où tu donnes de la tête. Mais quand il faut freiner, il faut freiner. Et des fois, tu dois pas freiner là où tu penses que tu dois freiner. Comment tu apprends? Moi, j'ai toujours aimé apprendre. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est inconscient. Dès qu'il y a moyen d'apprendre, j'ai cette curiosité en moi. Moi, j'ai besoin de comprendre. La meilleure manière d'apprendre, pour moi, c'est de comprendre. Une fois que t'as compris, t'as pas besoin de répéter 40 milliards de fois. Beaucoup de gens se perdent dans le syndrome de l'objet brillant. Quelle est la prochaine technique qui me permet de gagner rapidement? Et en fait, il n'y a pas de technique. La seule technique, c'est ta patience. Et aujourd'hui, on est dans une génération de plus en plus où tout va vite et on veut la réussite vite. Et surtout qu'à la télé, on nous propose des réussites vite. Si tu me dis que l'argent, c'est ce qui est important pour toi, je te challengerai pour savoir si c'est vraiment important pour toi ou si c'est quelque chose que tu crois et qui n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que t'es hypnothérapeute? Je viens t'embêter, c'est parti. Alors, pour moi, c'est... Hicham. On s'est rencontrés en 2017. Donc, ça date un peu. En 2018, d'ailleurs, on avait développé une conférence pour les entrepreneurs. C'est vrai. Et je me souviens qu'on nous avait mis en contact parce que tu voulais faire un site internet, un petit site internet. Et j'avais déjà commencé par t'engueuler parce que quand j'ai vu ton potentiel sur... tu étais à l'époque dans la thérapie. Ouais, dans l'hypnothérapie, moi j'ai commencé. Ouais. Voilà. Et je voyais tout ton potentiel. Et par rapport à ça, je t'ai tout de suite dit, non mais c'est pas possible, tu peux pas vouloir juste un petit site internet, quoi. Donc, entre-temps, on a cheminé, toi comme moi, auprès d'entrepreneurs. Ouais, essentiellement. Ok. C'est vrai qu'à l'époque, moi, quand je t'ai rencontré, j'étais beaucoup plus dans la psychothérapie et notamment l'hypnothérapie. C'était quelque chose qui était, c'était mon axe en fait. C'était vraiment de passer par l'hypnose. Et je pense qu'on aura le temps de rediscuter pourquoi l'hypnose et d'où ça vient ce truc-là. Et effectivement, au début, je communiquais pas du tout. Et on m'a dit, il faut que tu parles avec Marie-Soie. Et c'est là en fait où on s'est rencontrés. Je t'avais dit ouais, il me faut un petit site internet. Et là, tu m'as dit. C'est pas possible. Donc c'est vrai que depuis 2017, on a fait pas mal de chemin. On a eu des expériences ensemble aussi, et on fait un petit coucou à Hugo. Oui. Au Kosovo. Tout à fait. Notamment. Et encore d'autres, ou ça soit à Orléans aussi pour les conférences, pour les laboratoires. Ouais, les laboratoires. Santé. Pour la sclérose en plaques. Alors, je me souviens, sur une salle entière de conférences, t'étais capable, c'est ce qui fascine les gens et on va en parler un peu plus parce qu'il s'agit que d'un outil, de bloquer des médecins, les bras en l'air. Donc t'avais une salle entière avec des médecins qui étaient totalement bloqués, qui ne croyaient pas spécifiquement en l'hypnose. Toi-même, tu croyais pas spécialement comment dire, pas en l'hypnose, mais en ce dont est capable l'inconscient d'une personne. Tu t'avais pas encore exploré tout ça. Et c'est vrai que je te voyais à cette époque-là faire tout ça. Et je pouvais pas m'imaginer que t'allais faire des petites cartes de visite, un petit site internet, faire des séances à 60 € l'heure. Enfin, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça a commencé comme ça. J'imaginais en fait déjà la transformation que tu pouvais faire sur les entrepreneurs. D'ailleurs, on travaillait déjà avec des entrepreneurs à succès et d'autres qui voulaient démarrer. Et je me souviens que le combo était quand même assez détonnant. Ouais, là-dessus, je me rappelle qu'on a eu... il y avait effectivement ces entrepreneurs. C'était l'entrepreneuriat, ça n'avait pas pris autant qu'aujourd'hui.
parce que là on remonte à 2017, on est en 2024, donc et ça fait déjà un petit moment, et c'était une petite niche, je sais pas si tu te rappelles, il y avait, c'est un peu, et encore toi t'avais commencé beaucoup avant, en 2007, c'est ça? Oui, je fais partie des dinosaures à tête de bébé, mais dinosaures tout de même. Et je me rappelle, tu m'avais présenté, et c'était à travers toi, Alexandre Cormon. Oui. Et du coup, tu avais déjà en fait accompagné pas mal d'entrepreneurs. Et moi, du coup, à travers toi, je suis rentré dans ce monde-là, parce qu'avant, j'étais plus dans de la thérapie. Donc, ça m'a permis vraiment de bien comprendre en fait les problématiques et tout ça. Mais j'étais dans une phase où j'allais dire, je cherchais beaucoup à comprendre comment ça fonctionnait, et le fait de faire des séances de thérapie, d'hypnothérapie, ça a aiguisé un peu mon outil. Et au fur et à mesure, du coup, je me suis orienté naturellement vers les entrepreneurs, parce que ta clientèle, c'était beaucoup plus des entrepreneurs que du grand public, entre guillemets. Et comment tu les choisis, ces entrepreneurs? Est-ce qu'ils ont un profil particulier? Et comment ils viennent à toi? Et qu'est-ce qui fait que tu te dis, lui, j'aimerais bien travailler avec lui? Alors, ma méthode a changé. Au début, j'étais beaucoup plus dans... je prenais tout le monde. Donc j'avais pas de filtre entre guillemets, c'était le premier qui me demande, je suis là. Tu vois, il y a le côté un peu je peux sauver qui, ok. Et au fur et à mesure, mon expérience en avançant, aujourd'hui, je suis beaucoup plus, je dirais, c'est beaucoup plus une connexion qu'il y a entre les deux personnes, moi avec la personne, parce que j'ai compris au fur et à mesure que tu peux pas aider tout le monde. Donc ça fait partie aussi des expériences qui montrent que des fois on cherche à aider, et j'ai l'impression que, tu sais, cette notion de vouloir aider, elle est intéressante quand tu es dans le coaching, parce que tu as cet élan-là, mais ça peut t'emmener dans des endroits où il faut pas aller. Et tu peux découvrir des gens que tu ne devrais pas coacher, entre guillemets, mais ton élan te dit que tu peux aider tout le monde. Donc ça m'a remis un peu d'équerre. Donc il y a une partie qui va être aujourd'hui beaucoup plus liée à mon intuition. Et il y a le combo, est-ce que ça marche ou pas dans notre connexion, et est-ce que tu es capable de te mettre, entre guillemets, de me faire confiance et de jouer le jeu. Parce que souvent, les gens se disent, je vais aller le voir, il fait ça, ou il va faire autre chose, et puis j'ai plus de problème. On n'est pas là-dedans, en fait. Aujourd'hui, les entrepreneurs que j'accompagne, généralement, déjà, ils ont un certain niveau, c'est-à-dire dans leur progression entrepreneuriale, c'est pas des débutants. C'est des gens qui ont déjà une boîte, c'est des gens qui ont des salariés, ça peut être donc c'est des dirigeants, des CEO. Il y a aussi des athlètes de haut niveau, mais c'est des gens qui ont déjà une expérience et un vécu. À partir de là, moi, je vais intervenir justement pour les aider à développer leur potentiel. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça bloque, et c'est là où je vais intervenir. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à choisir des entrepreneurs? Parce que comme tu dis, t'aurais pu choisir d'autres profils, en fait. Alors qu'est-ce qui t'a plu chez eux? Ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, quand au début, tu vas aider les gens, souvent, tu vas aider des gens qui sont dans un mal-être. Et ça, c'est comme ça. Et moi, j'ai une image qui est assez forte, c'est que j'ai compris au fur et à mesure que les gens c'est un peu comme si tu étais bloqué dans une crevasse ou dans un puits. Tu vas faire ton maximum pour l'aider à sortir, et le truc qui se passe, c'est que ça tire, donc ça te bouffe énormément d'énergie. Et le deuxième point, c'est que si jamais toi t'es pas là, la personne elle ressaute dans le trou, tu vois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est pourquoi c'est comme ça? Parce que la psychologie, j'allais dire de manière générale, si tu restes très longtemps dans ce puits, au bout d'un moment, ça devient ta zone de confort. Donc sortir de ce truc-là, ça te demande beaucoup d'énergie à la personne qui s'occupe de ça, donc au psychothérapeute. Donc c'est vraiment des cheminements qui sont longs et qui peuvent être très énergivores. Et j'ai compris à un moment que j'y laissais ma peau aussi, quoi. C'est-à-dire que tu sens que ça te tire. Et avec les entrepreneurs, la différence, aujourd'hui en tout cas celle que je vois, c'est que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un objectif. Donc il est déjà orienté, action. Il veut atteindre quelque chose à travers l'action. Donc, et des fois sur son parcours, il va trébucher. Et mais si jamais tu l'aides ou tu lui donnes une autre perspective de là où il est, il rebondit, mais il garde en tête son objectif. Donc il sait ce qu'il doit atteindre. La personne qui est dans la souffrance, elle va être beaucoup plus de c'est quoi ton objectif? C'est que je veux aller mieux. Mais c'est pas suffisant d'aller mieux. Mais c'est pas mesurable aussi. Non. Et quand est-ce que tu vas mieux? C'est-à-dire que quand tu vas mieux, et tu vois, c'est un élément intéressant, c'est que
ça veut rien dire pour ton cerveau aller mieux. Aller mieux pour ton cerveau, une zone de confort, c'est aller mieux. Oui. Donc ça veut dire que tu le sors d'un endroit et il te dit je vais aller mieux. Et en vrai, ce que tu fais, c'est que tu le fais aller moins bien parce que ce qu'il appelle mieux n'est pas bien pour lui. Oui, il est en panique parce qu'il n'est pas dans sa zone habituelle. C'est ça. De Donc, ce qu'il connaît. C'est après qu'il ira mieux. Mais sur le moment, je le fais pas aller mieux ou on travaille pas là-dessus. On travaille à sortir de la zone. Donc ton cerveau, la zone de confort, bah pour lui, je suis très bien. Pourquoi tu vas me faire sortir de ça? Et même si t'es parce que j'avais travaillé beaucoup avec Alexandre Cormon, qui est lui sur la partie coach love et séparation, etc. Même dans les séparations, c'est quelque chose qui fait mal. Ok, mais après, c'est comment on va faire pour t'aider à passer cet obstacle-là. Et souvent, les gens, tu vas pouvoir les aider, les accompagner, et c'est un processus qui est beaucoup plus long comparé à celui des entrepreneurs qui sont bourrés de dopamine et qui veulent atteindre leur objectif parce que ils avancent, et il y a que ça qu'ils savent faire, tu vois. C'est ce que tu disais à un moment donné, il y a la douleur et il y a la souffrance. La souffrance, tu peux choisir de la nourrir. Oui. Mais la douleur, évidemment, elle ne se choisit pas. Non. Mais la souffrance peut se choisir, en fait. En fait, on fait la distinction, on dit que la douleur est inévitable et la souffrance est optionnelle. Oui. Dans le sens où cette souffrance, elle est psychologique. Donc ça veut dire que en vrai, c'est le fait que tu ressasses, tu rumines, qui fait que tu restes dans ce truc-là. Et cette souffrance, au bout d'un moment, ça devient ton quotidien. Et t'as des gens que tu vas essayer d'aider, et ça peut être des amis, des gens de la famille, et en fait, ils veulent rester dans ce truc-là. Et si tu ne fais pas attention, en tout cas, en tant que personne qui est aidante, tu tombes avec elle, en fait, dans le sens où ça t'aspire. Et au bout d'un moment, tu te remets en cause et tu dis mais pourquoi ça marche pas, et tu repars dans un délire qui est pas le tien en fait. À la base, t'es venu pour faire avancer quelqu'un et au bout d'un moment, tu te remets en cause et c'est toi qui prends la place du gars que tu vas aider. Et tu l'accompagnes tellement avec cette empathie que tu commences à rester dans ce délire là quoi. Et c'est dangereux. Et c'est ton estime de toi même qui empathie. Aussi. Quand t'arrives pas à aider quelqu'un, c'est compliqué. Donc c'est aussi ce qui m'a. C'est un moment, j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai compris que ça me bouffait beaucoup d'énergie et que il était temps pour moi de changer. Donc par contre, j'ai appris énormément avec eux. Avec les problématiques qu'il peut y avoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un peu comment tu fonctionnes dans ton monde. Et à chaque fois que je tombe sur quelqu'un, je me dis tiens, il y a une nouvelle carte du trésor entre guillemets. Tiens, comment il réfléchit, comment il pense. Et ça me permet de comprendre comment il voit le monde. Et tout est une question de perception. Comment tu te vois toi pour passer l'obstacle ou pas. Comment tu apprends? Moi, j'ai toujours aimé apprendre. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est inconscient. Donc, c'est dès qu'il y a moyen d'apprendre, j'ai cette curiosité en moi. Si j'arrive pas à comprendre, moi, j'ai besoin de comprendre. Donc, et la meilleure manière d'apprendre, pour moi, c'est de comprendre. Une fois que t'as compris, t'as pas besoin de répéter 40 milliards de fois. Tu vois, c'est un peu comme à l'école. Souvent, on va te faire répéter plein de fois l'étape de multiplication. Mais donc, ça marche pour certains. Parce que t'as des gens qui ont naturellement ce muscle de la répétition, donc quand tu leur dis, et c'est ce qu'on appelle apprendre par cœur, mais en vrai ça n'a rien à voir avec le cœur, c'est juste que on martèle et au bout d'un moment ça rentre, parce que la répétition c'est quelque chose qui te permet d'accéder à ton inconscient. La deuxième, c'est plutôt aussi quand t'as des prises de conscience. C'est-à-dire que quand tu prends conscience de quelque chose, tu l'as vraiment intégré. Et quand tu l'as intégré, bah, ça fait partie de toi. Donc du coup, tu te poses plus la question. Et pour moi, cette manière-là, elle est beaucoup plus forte. On dit souvent que après, une fois que tu es conscient, tu peux devenir conscient. C'est-à-dire qu'après, tu fais sciemment des choses et du coup, tu peux devenir conscient. Oui. Consciemment. Consciemment. Voilà. Et cette idée-là, c'est vraiment que les deux niveaux, conscient et inconscient, on fait beaucoup de choses de manière inconsciente. Et aujourd'hui, malheureusement, pour tout le monde, et moi inclus, c'est notre inconscient qui nous dirige. Donc ça veut dire que si tu regardes pas un peu quels sont tes automatismes, quels sont les mécanismes que tu as mis en place, bah en fait, tu es en mode autopilote, mais tu le sais pas. Par contre, tu as ton ego et ta partie consciente qui dit si, je contrôle tout. Tu vois, c'est un peu des fois quand tu poses des questions à certains clients, que ça soit dans le marketing ou que ça soit dans la psychologie, ils vont dire j'ai pas de problème. Oui. Ça n'a pas de sens en fait de dire j'ai pas de problème. Ça veut juste dire que tu veux pas regarder les problèmes. On est obligé d'avoir des problèmes. Et c'est parce qu'on a des problèmes qu'on avance et justement qu'on va travailler sur le développement perso. Mais dire que j'ai pas de problème, c'est juste que soit je veux pas t'en parler,
ou soit je les vois pas, et dans ce cas-là, c'est un problème. C'est une forme de déni un peu. Ouais. Des fois, c'est souvent, t'as des gens, ils te disent, bon, je sais que si je prends un coaching avec toi, tu vas les fouiller, je sais pas ce que ça va donner, et en fait, tu vois plus la peur qu'autre chose. Moi, j'ai pas de super pouvoir au sens, je vois pas, je suis pas médium ni quoi que ce soit. C'est juste du questionnement. Il y a beaucoup de notions de recadrage, il y a de l'empathie, comprendre comment tu fonctionnes, et après, c'est d'aller chercher des zones que t'as pas l'habitude de regarder. Mais à deux, ça se fait très bien. Tout seul, tu le feras pas. L'automatisme de vouloir se protéger aussi et de pas vouloir voir ce qui est là, quoi. Oui. Et les entrepreneurs, cette notion, elle devient, tu sais, on parle souvent de mindset. Donc ça a explosé depuis, j'allais dire, les 10 dernières années, le mindset, on en entend parler. Mais il y a cette notion d'état d'esprit. Et souvent, on oublie que avant de faire quelque chose, on doit être quelqu'un. Oui. Et la plupart des entrepreneurs, c'est des gens qui sont beaucoup dans le make, tu vois, c'est je fais. Et quand est-ce que je me pose la question de est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que c'est vraiment, tu sais, il y a cette notion de valeur et d'alignement entre est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, est-ce que tu veux vraiment devenir ce personnage-là? Et souvent, là, ils font l'inverse, ouais. C'est-à-dire, ils font, et après, ils définissent les valeurs par rapport à ce qu'ils ont fait. Oui. Ils prennent pas forcément le temps de définir, et c'est au début ce qui m'intéressait avec Entrepreneurs Puissants, quand on a commencé, c'était d'accompagner au départ des personnes qui partaient de rien, mais qui voulaient se poser cette question-là. Là, c'est vrai que les entrepreneurs, on a cheminé l'un et l'autre, mais les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est plus des entrepreneurs qui sont passés par cette idée de qui suis-je, qu'est-ce que je veux faire, et qui sont capables et qui ont le courage là maintenant de changer de trajectoire s'ils se sont aperçus que tout ce qu'ils ont fait n'a aucun rapport avec ce qu'ils sont. Exactement. Mais tu vois, la question de qui tu es, il faudra dans ton parcours à un moment que tu te la poses. Soit tu le fais et il faudra que tu te la poses, et pas une seule fois en fait. C'est quelque chose que tu mets à jour constamment, parce que le moi d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le moi d'il y a 5 ans et n'aura rien à voir avec le moi dans 5 ans. Mais on est tellement happé, hypnotisé par ce qu'on fait, qu'au bout d'un moment on oublie et on s'identifie à ça, et c'est ce qui fait que les entrepreneurs s'identifient facilement à leur boîte, et comme une mère avec son fils ou un père avec son fils, quand il faut le lâcher, c'est compliqué, tu vois. Donc c'est là en fait où cette interaction, elle est nécessaire pour que tu puisses progresser. Souvent on s'associe à ses réussites ou à ses échecs. Et comme tu disais, souvent on a une aversion quand on est en haut à l'échec. Et on veut pas lâcher. Et c'est ce qui fait aussi que les entrepreneurs que tu accompagnes, souvent c'est au moment où ils ne veulent surtout pas lâcher, parce que ils ont atteint un certain stade. Et ils se voient pas. Pour eux, c'est comme si tout ce qu'ils avaient fait, c'était. Tu risques de le perdre. Voilà, ils veulent pas le mettre à la poubelle eux-mêmes, alors que tout ce qu'ils ont appris, on peut pas leur voler en fait. Ils ont déjà tout. Mais tu verras que souvent dans le parcours, alors là c'est plutôt très, j'allais dire philosophique ou spirituel. Le monde, on a besoin de matérialiser les choses pour y croire souvent. Et une fois que tu lances ta boîte et que tu vois que ça marche, comment tu sais que ça marche ta boîte? Généralement, c'est parce que ton chiffre d'affaires, il est là, t'as plus de people, et au bout d'un moment, les gens te renvoient, ouais, t'as une société, t'es quelqu'un, machin, et tu vis à travers ça. Et le jour où tu commences à voir ton chiffre d'affaires qui commence à baisser ou à stagner, tu commences à te dire, je vais pas bien, en fait. Parce que tu t'es tellement identifié que, qu'est-ce que je dois faire? Le problème, c'est que les gens ne peuvent rien faire à ce moment-là, parce que ils sont tellement, j'allais dire, bloqués dans cette identification avec la société, qui fait que leurs propres limites, c'est les mêmes limites que tu as dans ta boîte. Mais ça, ils peuvent pas le voir. Donc souvent, ils te disent, oui, mais j'ai pas assez de commerciaux, j'ai pas assez de ça, donc on va trouver des excuses, on va trouver, j'allais dire, des boucs émissaires en disant, il y a pas assez d'argent, mais en vrai, c'est la traduction, la matérialisation d'une problématique que j'ai interne. Et je cherche, tu sais, l'être humain, il est câblé pour culpabiliser l'autre, ou en tout cas pour trouver un coupable. À partir de là, quand tu pointes du doigt quelqu'un pour le rendre coupable, c'est parce que tu as un désalignement à l'intérieur de toi, et il faut ce désalignement, psychologiquement, c'est une souffrance. C'est une souffrance pour toi qui est insoutenable. Mais quand tu arrives à pointer
en disant c'est à cause de ça, et ben naturellement cette souffrance, elle s'apaise. Ça veut pas dire pour autant que t'es aligné, mais au moins t'as trouvé un coupable. Et le fait que t'aies trouvé un coupable, ton émotion elle baisse, et là tu te dis bon bah voilà c'est de sa faute, donc je peux passer à autre chose. Donc ça veut dire que le coupable dans ta stratégie, il te permet d'avoir moins mal et de réfléchir, etc. Mais le vrai leader, en tout cas le vrai dirigeant, il doit bien comprendre que à la source, c'est lui en fait. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une forme de... Tu me diras si t'es d'accord ou pas, mais le même soulagement quand tu trouves un coupable pour ce que toi-même t'as généré ou fait, tu peux le retrouver quand tu prends la responsabilité aussi. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, voilà, je suis courageux, je suis courageuse, je dis que c'est de ma faute parce que je le ressens, enfin ma faute. Responsabilité, ce qui est différent. C'est ça, c'est de la déresponsabilisation en fait. Voilà. Ouais. Et quand tu dis je suis responsable, d'essayer de voir en quoi, pourquoi, etc., bah, ça te permet de pas refaire l'erreur une deuxième fois. Et en effet, je vois que les dirigeants qui se surpassent, c'est ceux qui se posent cette question-là. Alors que ceux qui sont restés bloqués, et j'ai même pas envie de te dire en haut de la pyramide, parce que eux ne sont pas en haut de la pyramide, souvent ils sont bloqués au milieu. C'est ceux qui, comme tu dis, se trouvent des excuses à l'extérieur pour rendre responsables, parce que ça veut dire qu'ils sont tous les autres autour d'eux sont responsables de leur réussite finalement, parce que s'ils sont responsables de leur échec, c'est qu'ils sont responsables de leur réussite aussi. Mais ils le montreront pas forcément, ils le diront pas forcément en tout cas, quand c'est dans l'autre sens. Oui, mais ça c'est l'ego. C'est ça. Et tu vois, dans cette notion-là, c'est ce désalignement, tu as une émotion qui va être générée, et ce qui se passe, c'est que t'as plusieurs grands... De manière générale, tu as 3 grands groupes en fait d'excuses ou de boucs émissaires, j'allais dire, quand tu as un problème. Généralement, et ça c'est pour n'importe quel être humain en fait. C'est pas une question de lui c'est parce qu'il est dirigeant ou lui parce que c'est un athlète de haut niveau. Non, c'est naturel, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Donc naturellement, quand il y a quelque chose qui va pas, on va soit chercher le contexte en disant bah c'est parce qu'il pleut. C'est parce qu'il y a le Covid, c'est parce que un tel, ça il y a un certain niveau. Soit tu vas dire c'est à cause des autres, c'est parce que c'est à cause de lui, ou soit tu vas te mettre en cause, tu vas dire oui mais c'est parce que je suis mauvais, et là en fait t'es en train de te fouetter tout seul. Une fois que t'es passé à travers tout ce cycle-là, à un moment il faut que tu prennes cette responsabilité-là. Et moi dans mon accompagnement, c'est justement les aider à prendre conscience qu'ils sont responsables de ce qui aujourd'hui eux, ils se disent, c'est pas de ma faute. Et en fait, quand tu prends cette responsabilité-là, tu prends de la force. Parce que ce soit le contexte, que ce soit les autres, ou que ce soit toi en te fouettant tout seul, t'es en train de donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est ça. Et si tu récupères ce pouvoir-là, tu deviens ce qu'on appelle un leader, en fait, dans le sens où tu assumes les choses. Mais c'est pas juste assumer, je me fouette et c'est de ma faute, etc. Ça, c'est pas assumer, en fait. C'est j'avance, en fait. C'est pas être coupable, mais être responsable. C'est ça. C'est différent. Et tout ce travail-là, et ben quand tu parles avec des entrepreneurs qui sont souvent dans la force et qui veulent développer, ils se posent jamais ces questions-là. Donc il y a un moment, ça n'a pas fonctionné. Mais quand tu te remets en cause parce que t'as des équipes, t'as des problèmes parce que t'as un gars qui vient pas, t'en as un autre parce que il trouve des coupables sur machin, et tu te remets en cause dans ta stratégie. À partir de là, tu reprends la main, et ensuite peut-être dans ta communication et le fait de donner les infos, c'est pas clair. Et en fait, moi, à travers tout ça, je vais mettre de la clarté. Mais si tu te poses pas avec moi un moment pour te poser toutes ces questions-là, tu vas continuer à creuser. Oui. Et à un moment, quand tu auras fini de creuser, tu vas dire, est-ce que c'est vraiment la destination que je voulais au début? Finalement, tu redonnes la puissance qui se dissipe parce que j'allais dire de manière inconsciente, on nous a élevés comme ça. Je sais pas si tu te souviens, mais quand t'es gamin, on va te donner un jouet. Tu vas jouer avec tes copines, etc. Il y en a une qui va te le prendre, toi tu vas rentrer chez toi et tu vas dire il y a quelqu'un, et puis on va te dire il est où ton jouet? T'es responsable de ton jouet, tu vas aller le chercher et c'est ta faute. Donc du coup la culpabilité elle arrive très vite, et on est dans un système où tout appartient. Donc du coup c'est soit je suis fautif, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais on s'est jamais dit peut-être que en fait c'est qui est responsable en fait. C'est juste on appelle ça un paradigme dans lequel soit tu cherches des coupables, ou soit tu cherches des solutions dans le sens où tu dis ok, peut-être que ce truc-là, en fait j'essaie d'être clair parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez complexe des fois à comprendre. C'est la culpabilité, c'est une émotion qu'on déteste avoir parce que pour nous, c'est comme si c'est le jugement qui est derrière. Et le jugement,
elle fait partie tu sais, ça fait partie du top 3 des peurs et on préfère mourir que d'être jugé. Et ça, c'est horrible. Et cette souffrance psychologique, on va tout faire pour pas l'avoir. Pour l'éviter. Donc, on va se préserver. Mais une fois qu'on comprend qu'on va pas mourir parce qu'on est jugé, on reprend notre pouvoir. D'où tout le travail sur le regard de l'autre aussi, parce qu'il y a ça aussi chez les dirigeants. Ah bah il y a énormément ça, parce que quand ça fonctionne et que tu peux t'acheter des belles voitures, donc là tu montres, mais le jour où ta boîte elle va pas bien, ou t'as des trucs et que tu montres pas, les gens vont te juger. De toute façon, les gens te jugeront tout le temps. Mais on aime bien montrer quand ça marche, mais quand ça marche moins bien, bon bah du coup c'est différent. D'ailleurs, il y a une chose qui est intéressante, c'est justement de montrer quand ça va et quand ça va pas. Ça permet quelque part d'être invincible. Enfin, c'est ce que je pense. Parce qu'à partir du moment où tu t'as tout montré, bon, c'est pas une question de non-pudeur, j'ai envie de dire. À partir du moment où t'as montré tout ça, il y a plus de raison d'aller creuser et d'aller juger, en fait. Donc les gens vont regarder ailleurs. Les gens n'aiment pas, c'est vrai. Et les gens, si t'as quelque chose de mystérieux, automatiquement chez moi, ça va déclencher un truc qui est ma curiosité. Je vais me dire, tiens, qu'est-ce que tu caches ? Et ce que tu caches, bah c'est un peu comme dans Superman, tu sais, c'est ta kryptonite, quoi. C'est ce que tu ne veux pas qu'on dévoile. Et le problème, c'est que le jour où on le dévoile, bah en fait, tu perds tout ce que tu as construit. Maintenant, si tu considères que ce que tu caches, si tu le caches, c'est que tu as honte de ça. Donc après, je dis pas que il faut se balader dans la rue et dire il y a des choses, c'est naturel, tu vas pas les cacher parce qu'il y a des codes, etc. Maintenant, il faut savoir ce qui peut te nuire. Des fois, tu gardes en automatisme une habitude de cacher parce qu'on t'a éduqué comme ça et on t'a dit bah voilà, il faut pas que tu montres, il faut pas que tu sois plus haut que l'autre, il faut que tu sois reste petit, mon enfant, et fais pas de mouvement, faut pas qu'on t'attrape, tu vois, on est en temps de guerre, moindre mouvement. Et ben ça devient une croyance qui est héritée et au bout d'un moment, quand tu grandis, bah toi tu fais tout pour ne pas grandir. Et à un moment, ça pose problème parce que tu te dis mais pourquoi ma boîte elle ne grandit pas ? Elle ne grandit pas parce que tu ne grandis pas. Et c'est pas un jugement que je fais, c'est juste une relation de cause à effet. Et tout ce qu'on essaye de matérialiser à l'extérieur de nous n'est que le reflet, en fait, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Tout à fait. Sur la valeur, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, si tu devais me partager une transformation particulière, d'un client. Ça peut être... alors, dans les entrepreneurs, par exemple, c'est... alors, je vais dire quelque chose, ça va paraître assez simple. Le contexte est suivant. Tu as quelqu'un qui a une boîte qui fait un certain chiffre d'affaires et pour lequel ça tourne. Donc, OK. À un moment, il a besoin d'expansion. Donc, il a besoin de développer parce que le but, c'est à chaque fois, on cherche à développer sa boîte au maximum. Il a besoin de travailler beaucoup plus sur l'international. Sauf qu'à chaque fois qu'il essaye de lancer quelque chose dans l'international, ça ne fonctionne pas. Donc, on travaille ensemble. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que sa perception de lui-même est que il ne doit pas se montrer. Dans le sens, se montrer, ça paraît un peu bizarre, c'est il ne doit pas s'afficher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans son histoire de vie, il y a un moment où il a une relation avec son père qui lui a dit de ne jamais se montrer. D'accord ? Ce père n'existe plus. Donc il n'a plus ce repère. Mais il sait que son père lui a légué quelque chose en lui disant « ne fais pas, ne te montre pas ». Donc ça veut dire que lui, tant qu'il grandit, bah, comme tout le monde, tu aimes ton père, t'as pas envie de, même s'il est plus là, de le décevoir. Donc il garde ça profondément à l'intérieur de lui. Et cette notion de ne pas se montrer, bah pour lui, quand tu vas lui dire de passer devant une caméra, de passer devant, faire un photoshooting parce que à un moment c'est du personal branding, faut qu'il s'affiche pour sa boîte, et ben en fait il fera tout pour ne pas y aller. Et là l'auto-sabotage se met en place. Donc quand je te disais c'est très simple, en fait c'est qu'il ne se montre pas. Ensuite, comprendre les raisons de pourquoi tu ne te montres pas, ça c'est plus compliqué à trouver. Et une fois que tu as trouvé ça, c'est bien beau, mais il va falloir reprogrammer en fait. Parce que tant que tu existes, tu fonctionnes d'une certaine manière, c'est ton passé qui va te projeter ton futur. Donc si on ne change pas le passé, le futur sera le même. Donc tout le travail, ça va être cette reprogrammation de changer le passé. On peut changer le passé. Alors les gens vont dire, ouais mais non, c'est arrivé, ça ne changera pas.
Alors, on va changer le passé, ça veut dire quoi? On change la perspective de comment on a regardé notre passé. Est-ce que tu le regardes sous l'angle de l'enfant qui a subi quelque chose et qui ne bouge pas, ou de l'adulte qui regarde son passé et qui est en paix avec ce passé et qui fait que ton futur change? Donc c'est ce travail-là. D'après toi, pourquoi les gens choisissent ton accompagnement? Pourquoi toi? Alors, c'est une bonne question. Alors souvent, c'est les gens qui me choisissent. Parce que souvent, moi, c'est beaucoup des gens qui me recommandent. Donc tu vois, il y a déjà cette confiance qui arrive où quand tu recommandes, quand tu viens d'un tel, et t'as confiance à cette personne, généralement c'est déjà beaucoup plus simple. Donc je suis beaucoup recommandé. Donc ça veut dire que le travail il vient à moi. Je vends pas en fait, c'est les gens qui viennent à moi. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a cette connexion qui se fait où les gens me disent tu vas voir avec Hicham, il va trouver un peu une solution. Tu vas voir avec lui. Alors souvent on peut se dire il y a une espèce de gourou ou quelque chose. Non, même pas. C'est juste que il y a pas de jugement. On est là pour travailler ensemble et c'est un espace dans lequel tu peux tout dire et sur lequel tu ne seras pas jugé. Et l'idée pour moi, et les gens se sentent, pour répondre à la question, les gens se sentent en confiance et se sentent libres de pouvoir parler de tout. Et après, l'idée, c'est justement de travailler ensemble pour voir quelles sont les zones sur lesquelles qui peuvent te bloquer et trouver un peu ces mécanismes-là. Donc les gens, souvent, le retour que j'ai, c'est quand on est avec toi, on est apaisé. C'est-à-dire que même tu as un problème, tu sais que quand tu vas m'appeler, le fait d'appeler, tu vas être apaisé. Un peu comme quand tu prends rendez-vous chez le médecin et que tu es malade, tu sais qu'il y aura une solution derrière, quoi. Pourquoi ça marche? Parce que tu sais que tu vas associer le problème avec lui et tu te dis ok, donc je peux passer à autre chose en attendant, je peux redevenir normal, je vais gérer le problème après. Et rien que de faire ça, en fait, ça te permet justement de pouvoir avancer. Et sur le moment, quand on va parler de la problématique, toi, tu vas me parler de ta problématique avec ton regard et tu vas me faire une montagne. Et moi, tout mon travail, c'est de t'expliquer que ce n'est pas une montagne, c'est ta perception de la montagne. Et à chaque fois, on va retravailler sur ce recadrage là-dessus et d'autres choses qui sont liées à qui tu es. D'accord. Et moi, je travaille beaucoup sur qui tu as besoin d'être pour passer cette colline-là. Ok. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que tu es hypnothérapeute? Je viens t'embêter, c'est parti. Alors, hypnothérapeute, pour moi, ça fait partie de ma vie. D'accord? Est-ce que ça me définit? Non. Et moi, dans la question, c'est ce que je n'aime pas, c'est étiqueter les gens en fait. Donc du coup, quand on m'étiquette, c'est compliqué. Mais après, j'arrive à comprendre que c'est plus simple. Il fait de l'hypnose, mais tu vois, ce que je n'aime pas, c'est qu'on associe un outil à la personne. Moi, tout mon combat, c'est justement de redonner le pouvoir à la personne. Donc quand on me dit, t'es hypnothérapeute ou tu fais tel protocole ou machin du chouette, je me dis, les gens n'ont pas compris en fait. Tout le monde. Je veux dire, tu peux utiliser un ordinateur, que ce soit un PC ou que ce soit un Mac, c'est pas pour autant que tu vas faire des belles choses. Il faut pour moi, il faut valoriser la personne plus que l'hypnothérapie. Ça veut dire que tu utilises une technique. Ok. Mais si tu as un hypnothérapeute qui ne sait pas faire un bon diagnostic, il y a quand même un hypnothérapeute, c'est pas pour autant qu'il va te servir à quelque chose. Pour moi, je valorise beaucoup plus le côté introspection, le questionnement qu'il va y avoir derrière, et ensuite, en fonction de l'outil que je juge intéressant pour toi, et là je fais plutôt confiance à mon intuition, je te le présente ou pas. T'as des gens qui me demandent de l'hypnose et ils n'ont jamais eu d'hypnose. Et ils sont très contents. Et à la base, ils ont peut-être réfléchi en se disant je veux de l'hypnose. Oui. Alors qu'en vrai, pensant que c'était une solution miracle. Et tu vois, rien que de faire ça, ça montre bien que t'es borné en fait. Et tu considères que... Moi quand j'entends ça, alors au début quand j'ai commencé, j'étais content parce que je me suis dit tiens, il veut de l'hypnothérapie, je fais de l'hypnose, c'est bon, ça match, tu vois. Et c'est après au fur et à mesure que j'ai compris en fait, tu viens chercher quoi, une solution ou tu viens chercher un produit, un outil. Parce que tu considères que j'ai essayé ça, toi t'es le dernier et apparemment avec toi ça marche parce que tu fais de l'hypnose. Et donc du coup l'hypnothérapie ça fonctionne, mais ça fonctionne quand t'as un hypnothérapeute, mais avant d'être un hypnothérapeute, il y a Hicham. Donc Hicham, c'est plus que de l'hypnose, quoi. Et d'après toi, sur un entrepreneur qui a réussi, quels attributs tu pourrais mettre
en exergue, enfin, que tu as remarqué chez eux, qu'il n'y a pas chez ceux qui, pour l'instant, n'ont pas encore réussi? Chez les entrepreneurs? Ouais. Il y a cette notion de... Tu sais, l'entrepreneur, il est assez borné. Et moi, je parle de frustré, dans le sens où tu demanderas à n'importe quel entrepreneur, il te dira toujours, ça ne va pas assez vite. De base, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont cette capacité de toujours avancer. Donc l'entrepreneur, je sais pas si tu te rappelles, c'est un peu comme avant tu avais les espèces de jouets, tu les remontes là, et après tu le poses et il avance en fait. Et l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais. Oui. Et tu verras, et d'ailleurs ça pose souvent des problèmes dans les couples, dans les familles, parce que l'entrepreneur est d'abord marié à son entreprise avant d'être marié à sa femme ou à son mari. Et tout à fait. Tu vois, mais ça veut dire qu'il y a vraiment cette identification qui est très forte, et l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut faire avancer au maximum son entreprise, parce que c'est un reflet de qui il est. Et quand il y a un blocage, et pour lui, bah, tu t'aimes toi beaucoup plus que le reste. Donc, et c'est pour ça que souvent, et moi j'ai une approche qui est beaucoup plus, j'allais dire, holistique, dans le sens où c'est un ensemble, c'est un système. T'as des gens qui vont venir, ils vont dire, moi j'ai ce problème-là. Mais non, en fait, ce problème-là, c'est juste un symptôme, mais il faut travailler sur l'ensemble. Si chez toi ça va pas, et que tu te réfugies dans le boulot et que tu me dis ouais moi je cartonne, je fais 15 millions d'euros par an et que chez toi ça marche pas, en fait ça ne marche pas chez toi. Au final oui. T'as beau te mentir, tu vas me dire oui ma boîte elle marche, oui mais chez toi ça marche pas. Le but c'est que tu aies un équilibre et que tu te sentes bien et que tu puisses avancer et que demain, tu vois souvent on prend le cas de Steve Jobs, tu vois. C'est l'entrepreneur parfait, il a cartonné, mais il a une vie de famille catastrophique. Une santé, il a eu une santé horrible aussi, oui. Donc après, après on dira, oui, mais il a fait ce choix. S'il a fait ce choix consciemment, j'ai pas de problème, en fait. Est-ce que les gens qui étaient autour de lui ont souhaité être mis à côté? Ça, c'est autre chose, faut leur poser la question. Mais ce que je ne veux pas, c'est que tu avances parce que t'es bon là-dedans, et à un moment, tu vas te lever, tu vas te réveiller, tu vas avoir 90 ans, et tu vas dire, je suis passé à côté de ma vie. Oui. Et pourquoi t'as fait ça? Bah parce que mes croyances faisaient qu'à l'époque, et je n'ai jamais su m'arrêter. Donc il y a un moment où c'est bien d'avancer dans ta boîte, mais c'est bien d'être en équilibre. Et l'équilibre, c'est la famille, ça va être du sport, et c'est là en fait où intervient la performance. C'est-à-dire que les gens se disent, lui il va beaucoup plus vite que moi. Oui, il va beaucoup plus vite que toi, mais il a pas de gamin, il a pas de femme, il est tout seul, et H24 il est derrière son PC. Le lièvre et la tortue. Donc c'est ça. Après du coup, ça amène la constance. C'est-à-dire que va à ton rythme. Mais va à ton rythme et pas celui de l'autre. L'autre, il a aucune charge. Ouais, mais il peut aller travailler à Bali. Un coup, il est là-bas. Un coup, il est là-bas. Moi, je peux pas. Non, tu peux pas. Donc, fais comme tu peux et sois en phase avec tes valeurs. Et c'est là où le travail des valeurs est très important. Et dans tout mon accompagnement, le périmètre, il est lié. C'est un peu des garde-fous, ces valeurs-là. Si tu me dis que l'argent, c'est ce qui est important pour toi, je te challengerai pour savoir si c'est vraiment important pour toi ou si c'est quelque chose que tu crois et qui n'est pas vrai. Il y en a pas beaucoup en vrai qui sont attirés que par l'argent. Enfin... Non, l'argent, ça doit être une conséquence de ce que tu aimes quelque part, et tu te dis, moi je dis souvent, tu devrais être capable au début de faire ce que tu fais sans être payé. Est-ce que tu es capable? Il y a des gens, ils te disent non. Bah, je me dis, tu iras pas très loin. Parce que ce qui fait que tu perdures, c'est parce que tu aimes ce que tu fais. Et la conséquence, c'est qu'au bout d'un moment, ça va payer. Et tu vois, quand tu regardes la courbe un peu de l'effet cumulé, qu'est-ce qui fait que l'effet cumulé, il démarre à ce moment-là et pas celui-là? J'en sais rien, en fait. Mais je sais que plus longtemps tu tiendras, à un moment, ça décollera. Sauf si tu t'es planté depuis le début et que tu as mis des objectifs qui ne sont pas les tiens. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir qui tu es, pour savoir là où tu peux tenir le plus longtemps possible et là où tu tiens le plus longtemps possible. Et c'est un peu ce qu'on fait dans notre parcours. C'est-à-dire qu'on se connaît depuis un certain moment, et il y a eu des gens qui sont arrivés en étoile filante. Oui. Et qui sont partis aussi vite. Aussi vite, ouais. Parce qu'ils étaient pas alignés avec ce qu'ils faisaient. En fait, comme tu disais, leur objectif au début, c'était de vendre, mais ils n'ont pas pensé à délivrer derrière. Donc tout le monde applaudissait en disant, quand ils envoyaient des captures d'écran, en disant, j'ai vendu 10 000, j'ai vendu 20 000, j'ai vendu 25 000. Ok, mais derrière, est-ce que tu as délivré? Ouais. Et en fait, ils sont partis dans la nature parce qu'ils n'ont pas pu délivrer. Et comme ils s'associent aussi à leur réussite, ils pouvaient pas rester en place ou rester sur ce modèle économique, quoi. Si tu peux pas délivrer derrière, c'est ça. Mais ça, ils en parleront pas. Sur le fait qu'ils peuvent pas délivrer. Ils disparaîtront. Mais c'est un fait. C'est un fait parce que on les revoit plus.
Après, il y en a certains qu'on revoit, mais qui disent avoir changé de voie, et à juste titre. Peut-être même qu'ils ont compris suite à cette erreur-là. Mais comme tu dis, l'entrepreneur, le plus équilibré il est, plus loin il peut aller dans sa boîte aussi sans se scratcher, parce que comme tu dis, t'as le lièvre et la tortue, t'as celui qui va plus vite en cramant sa santé, sa famille, peut-être que il est sociopathe et psychopathe, parce qu'il y en a qui le sont, coupés de leurs émotions, et donc de ce fait ils ont pas spécialement d'empathie, mais ça c'est des profils particuliers, et c'est pas énormément de gens au final. C'est pas la majorité. C'est ça. Et comme tu dis, le fait de décharger au niveau émotionnel, le fait d'avoir une famille, alors que c'est magique d'avoir une famille, c'est juste une question d'angle. Et si tu te mets en victime en me disant, moi je ne peux pas aller à Bali là tout de suite maintenant parce que c'est pas les vacances scolaires et je me sens victime de ça, donc comme tu dis, c'est l'excuse pour pas avancer, alors qu'en vrai, la raison pour avancer, c'est la famille, c'est soi-même, c'est l'équilibre. Ça peut être un moteur, Tu vois, ça peut être un moteur, et un moteur d'épanouissement, et ça sert à rien d'avoir une famille si c'est fait pour la subir, c'est une évidence. Moi, je pense que la vie, de manière générale, il faut que tu trouves un équilibre. Et dès que tu sors de cet équilibre-là, tu vas payer un certain prix. C'est obligatoire. Et tu vois, c'est un peu comme si... je vois souvent dans ma tête, c'est un peu comme un tableau de bord, ou comme une mélodie, on va dire, c'est plus simple. Comme une mélodie, t'as les touches blanches, noires, etc. Mais ce qui fait la mélodie, c'est aussi ta personnalité. Tu vois. Et ça, les gens ont du mal à comprendre que des fois, il faut que tu t'arrêtes pour justement mettre un moment de pause. Ce moment de pause, il est bénéfique parce que c'est un peu comme les saisons. Il y a des moments, il faut s'arrêter. Il y a des moments pour semer, il y a des moments pour récolter. Et les gens veulent aller plus vite que la musique, ce qui font que, moi, je veux récolter tout le temps. Oui, mais ça ne peut pas marcher comme ça, en fait. Surtout le que cycle tu peux n'est pas comme ça. C'est ça. Tu vas faire de la merde. Oui. Au bout d'un moment, c'est-à-dire que toi-même, tu vas t'épuiser, et au bout d'un moment, tu feras quelque chose qui n'est pas en accord avec toi parce que tu ne t'écoutes pas. J'ai eu ça pendant très longtemps, donc je ne jette pas la pierre. Et c'est ça. Très longtemps. Une machine de guerre à vouloir aller très vite, quelles que soient les circonstances autour. Surtout si t'es emmené par des gens qui vont te sublimer, qui vont t'encenser, qui vont dire oui, continue, tu vois, c'est un peu comme les stars que tu peux avoir, on va leur dire tiens, c'est mortel, continue. Le gars, il va taper sur 300, sur toute une année, il va faire 300 concerts en l'espace de 350 jours. Comment tu fais ? Et il va te dire je continue. Au bout d'un moment, t'es fatigué parce que l'épuisement il arrive, mais le problème c'est que au début, t'es chaud, tu dis ouais, je vais le faire. Donc tu t'engages. Donc il y a des gens qui vont mettre de l'argent sur la table. Oui. Après, du coup, t'es bloqué. Si t'as la valeur de l'engagement, t'es foutu. Moi, c'est ce que j'ai aussi. Une fois que tu dis, et puis on va te dire, mais attends, ça se présente qu'une seule fois, donc on va te mettre la rareté. Et une fois que la rareté elle arrive, du coup, tu vas avoir la pression et tu vas dire, il faut que je délivre. Mais parce qu'au départ, l'objectif que tu t'es fixé, il est disproportionné. Maintenant, on va te dire, t'as une opportunité, saisis-la. Mais tu peux la saisir à ton rythme. Sauf que les gens vont te dire, là, t'as 350 concerts à faire dans l'année, 300 concerts, à faire dans l'année. T'es ok, au début t'es chaud parce que tu te dis, moi j'adore ça, je fais ça, mais tu vas voir que après les 100 premiers concerts, mais t'existes plus, en fait. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chercher de l'énergie quelque part, avec tous les travers que tu peux avoir, parce que tu ne peux pas tenir. Déjà, quand tu dis il faut que ça pue. Ça veut dire que c'est une force extérieure qui t'oblige à faire quelque chose. C'est ça. Mais t'imagines, toi, tu dois faire 300 concerts et les gars, ils sont capables de... Alors, on va t'affréter un jet pour faire 3 pays dans la soirée. Mais t'as beau faire ce que tu veux, tu restes un humain. Donc, il y a un moment, tu vas être fatigué, il y a un moment où tu n'auras pas le temps de réfléchir, et puis au bout d'un moment, tu vas faire un burn-out. Et ça existe dans... que ce soit entrepreneur ou pas, tu vas faire un burn-out. Même, même à la maison, t'as une femme au foyer ou un père au foyer, il peut faire un burn-out. Oui. Entre ce qu'il a imaginé et la réalité. Cet écart-là, ça s'appelle la souffrance. Donc plus l'écart est violent et grand, plus tu vas souffrir. J'ai eu ça, entre guillemets, au mois d'août, là. Ça m'a vraiment sauvée. Dans le sens où j'ai pris mes premières vacances depuis très très longtemps. J'ai chillé, etc. Et j'arrivais plus à me remettre au travail. Et en fait, après cette période-là, j'ai retiré... En fait, je n'arrivais plus à délivrer à quelqu'un avec qui j'avais pas envie de dealer, en fait. Et ça a été une sorte de
burn-out qui n'était pas généralisé. C'était un burn-out très ciblé, où j'ai fait un ménage total. Et j'ai gardé que les choses qui m'animaient. Voilà, totalement. Ménage d'été, du coup. C'était un gros ménage d'été. Et c'est vrai que ma vie n'a plus aucun rapport. Et que avant c'était à base de il faut que, je veux que, je me suis engagée sur, enfin voilà, maintenant je mets beaucoup plus de temps à répondre déjà à un message pour voir ce que j'ai envie de faire, pour que je sois alignée, et au final je délivre beaucoup mieux à mes clients parce que j'ai envie de travailler avec eux à 100% et pas que parce que j'ai dit oui. Parce que sur le moment... Parce que tu vas le payer, en fait. Si j'avais c'est pas un envie oui aligné, oui, voilà. tu vas le payer à un moment. C'est et ça. L'écart, tu vas le payer, tu vas souffrir à la hauteur de l'écart. Et les gens, t'as beau t'engager avec eux, sur le moment, c'est pour ça que quand tu me posais la question comment ça se passe, il faut savoir que quand tu t'engages. Donc il faut prendre... Ça va dans les deux sens. Les gens se disent, j'appelle et c'est bon. Non, pas forcément. Et il y a des gens qui vont faire beaucoup mieux que moi parce que moi j'ai aussi un feeling qui fait que je sais que si ça va matcher ou pas. Et t'as des gens il y a des gens pour qui je ne pourrais pas accompagner et c'est ok. Alors qu'au début, tu vois, par exemple, si on reprend par rapport à 2017, je cherchais à accompagner tout le monde parce que je n'avais pas conscience que je ne pouvais pas accompagner tout le monde. Et au final, il n'y a plus cette envie d'accompagner tout le monde quand on pense aux conséquences, quand on pense ou même le travail sur le moment présent quand on est en train de le faire. Ça donne plus envie, en fait. C'est ça, c'est que ta motivation, alors tu peux faire le travail, mais t'as pas la connexion. Donc ce qui fait la connexion, c'est ce qui te fait vibrer. Donc, et tu vois, les entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui, ils ont déjà un capital. Ils ont déjà une boîte qui fait plusieurs millions d'euros. Ils ont déjà des salariés. Et l'enjeu, il est ça n'avance plus. Mais leur problème aujourd'hui, c'est aussi, je ne veux pas que ça redescende. Ils veulent être encore plus performants. Mais ils n'ont pas de choix. Parce que pour eux, ils se disent, si je perds tout ça, tout ce que j'ai fait ne servait à rien, en fait. Ne servait à rien, tu vois. Et puis, quelle image ça me renvoie de moi-même, en fait. Je suis pas capable. Donc, c'est bien quand tu es dans la phase ascendante, mais ce que je dis tout le temps, et les boxeurs, les grands boxeurs le vivent tout le temps, tu vas galérer pour être numéro 1, mais tu vas galérer 10 fois plus pour rester numéro 1. Parce que l'enjeu que tu as, c'est cette aversion à la perte où tu te dis, si je perds, je perds. Mais je perds tout. Tu n'imagines même pas que tu as gagné. Donc tu rases tout. Tu sais, notre cerveau, tu peux lui mettre une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, tu sais où il va, quoi. Tu peux lui mettre 10 bonnes nouvelles, une mauvaise nouvelle, tu sais où il va aussi. Donc ça veut dire que nous, par défaut, on ne veut pas perdre. Donc tout mon travail, c'est de te faire comprendre. C'est bizarre ce que je veux dire. C'est que si tu veux gagner, tu dois perdre. Mais tu dois perdre la version que tu avais avant, qui n'est plus d'actualité, pour te maintenir là où tu dois aller. Donc tu dois un peu, comme j'allais dire un homard, tu vois. Tu dois enlever ta carapace pour en prendre une autre et en créer une autre. Mais si tu restes dans la même, tu seras limité. Tu pourras pas avancer. C'est pour ça qu'en fait que les épreuves sont là. Elles sont là pour te fendre ce que tu crois est ta personnalité, ton persona avec qui je me balade et tout. Et tant que tu ne changes pas ça, tu peux pas avancer. Tu vas rester avec le même visage, le même mimique et tout ça, mais tu seras limité. C'est un peu comme si je te disais un comique, il est marrant, mais au bout d'un moment, il nous saoule. Un comédien, il est toujours dans les mêmes rôles. Et on attend une évolution. Mais cette évolution, elle viendra pourquoi ? Soit parce qu'il va se prendre une grosse claque, et qu'on va lui dire, tu sais quoi, t'as plus de contrat, et il faut que tu te remettes en cause. Donc là, tu remets en cause ton identité. Ou bien, c'est quelqu'un qui va se faire accompagner en disant, voilà ce que je veux atteindre, et quels sont les steps. Et là, on travaille sur les steps pour les atteindre. Donc ça te demande de la clarté et de la vision. Et du coup, ça, c'est les modules, entre guillemets, sur lesquels on va travailler. Mais ça, au début, tu les as pas en tête. Au début, j'allais dire, l'entrepreneur, c'est quelqu'un... c'est un artisan, au début, il fait quelque chose, ça marche, waouh. Mais après, comment tu fais pour scaler, structurer et avancer d'un point de vue mental ? Ça, c'est un autre travail. Oui, parce qu'il faut lâcher prise, il faut déléguer à des personnes qui sont peut-être soit meilleures que nous, parfois moins bonnes que nous. Oui. Mais la vie, elle est très simple. C'est tout. Et je reprends ton exemple de déléguer. En fait, c'est très simple. Moi, la vie, je la vois comment ? T'as un accélérateur et un frein. C'est un peu comme le karting.
Et systématiquement, il y a un moment où tu dois lâcher prise, t'appuies sur le frein, et il y a un accélérateur si tu dois avoir un objectif et foncer, tu vois. Mais pour faire ça, il faut que la route, elle soit clean, quoi. Au bout d'un moment, sinon, tu sais plus où tu donnes de la tête. Mais quand il faut freiner, il faut freiner. Et des fois, tu dois pas freiner là où tu penses que tu dois freiner. Oui, parce que c'est suivant, faut pas le faire, entre guillemets, si tu as des sollicitations extérieures. Faut que tout parte de l'intérieur. Oui. Et ça, c'est quelque chose pour un entrepreneur qui est peut-être difficile à comprendre. C'est ça. Et t'as souvent des gens qui vont te dire, oui, il faut déléguer. Et le gars, il va te dire consciemment, oui, il a raison, je dois déléguer. Et le jour où tu dois déléguer, tu vas dire, ah ouais, mais le travail, il le fait moins bien que moi. Donc, du coup, ça sert à rien que je le délègue. Et tu vas commencer à trouver plein de problèmes. Parce que, en vrai, tu veux pas lâcher. Donc, tout le travail, ça va être de travailler sur le lâcher pour savoir que, ok, ça va être moins bien, mais après, tu vas voir que ton temps, la valeur de ton temps, elle est beaucoup plus élevée. Tu vas faire quelque chose qui rapporte beaucoup plus que ce que tu faisais là. Et pour reprendre l'histoire du karting, c'est, ne t'imagine pas freiner en plein virage, c'est trop tard. Tu peux avoir des gens derrière aussi. Ouais, et puis tu vas aller tout droit, tu vas pas tourner. Parce que l'inertie fait que tu freines au mauvais moment. Donc c'est pas bon. Donc et t'as des gens, ils vont te dire ne freine pas, surtout pas, ni avant ni après. Vas-y. Et là, tu vas aller chercher une foi qui est au-delà. D'après toi, les émotions, ça sert à quoi pour un entrepreneur spécifiquement? Les émotions pour un être humain, de toute façon, c'est un peu le reflet de ce qu'il ressent à l'instant T, tu vois, à l'instant présent. Donc tu peux avoir la joie, la tristesse, peur, etc. Et les émotions, c'est ce qui nous fait vivre. Et dans ce sens-là, on est des êtres d'émotion avant tout. Bon, alors souvent on se dit on rationalise, etc. Ouais, il y a une super belle voiture, je la veux. Comment je vais justifier ça? Par le rationnel, en disant oui, mais t'as vu, elle peut rouler jusqu'à 350 km/h, elle fait ça, la couleur. En vrai, c'est juste t'as kiffé. Et tu vas chercher à rationaliser parce qu'il y a quelque chose qui t'attire dans cette voiture-là, parce que tu fais une projection mentale de cette voiture. Elle me renvoie quoi comme image de moi? Je suis un mec qui a réussi. Donc du coup, je veux ça. Et comme les gens qui ont réussi, ils ont tous ce type de bagnole, je veux la même chose. Et du coup, je fais partie du clan. Je te passe l'épisode de la pyramide de Maslow où tu cherches juste à faire partie du clan, etc. Donc l'émotion, elle est là pour te faire sentir ce qui se passe à l'instant présent, à la base. Sauf qu'on est tellement bien constitué que quand tu rumines, t'es pas dans l'instant présent, mais tu ressens des émotions. Donc les émotions, elles sont là pour te dire, voilà sur quoi t'es en train de penser ou vivre. Et des fois, la problématique, tu as les gens qui vont être angoissés du futur, parce qu'ils ont la peur de l'inconnu, etc. Et là, du coup, ils le vivent mal. Et du coup, l'émotion que tu vas avoir, c'est des émotions qui te freinent, ou tu vas avoir les nostalgiques. Ils vont dire, ouais, mais avant, c'était mieux, donc du coup, ça m'intéresse pas. Et là, tu freines encore. Et le seul moment où tu enlèves ton frein, c'est quand tu es dans l'instant présent. Donc les émotions, elles te donnent un indicateur de ce qui se passe dans ta tête. Donc moi, quand je vais parler avec une personne, je vais analyser les émotions, et en fonction des émotions, je vais voir ce qui la freine ou pas, en fait. Et ça me dit qu'est-ce qu'on doit enlever ou pas, qu'est-ce qu'on doit accélérer ou freiner. Et t'as des émotions qui t'inspirent, en fait. Tu vois, quand on va te dire, tu sais, le fameux exemple, je sonne chez toi, je te dis, voilà, demain à 3h du matin, tu te lèves, tu dois faire 300 mètres, courir, faire de la nage, machin, et tout ça, tu vas me dire, ouais, pourquoi? Oui. Ok. Si à la clé, je te dis, bon voilà, mais il y a 100 000 euros, tu le fais, là, tu commences à comprendre pourquoi tu dois le faire. Donc, il y a cette motivation qui est intéressante. La motivation, elle est très bien, sauf qu'elle est temporaire. Donc, il y a un moment, qu'est-ce qui va te permettre d'avancer? C'est un peu le plan et la vision que tu as et l'inspiration que tu as. Et si tu n'arrives pas à aller chercher ça, c'est pour ça qu'on vient à l'effet cumulé, si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, il y a un moment, tu vas laisser tomber. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, pour moi, beaucoup de gens se perdent dans le syndrome de l'objet brillant. Parce que quelle est la prochaine technique qui me permet de gagner rapidement? Et en fait, il n'y a pas de technique. La seule technique, c'est ta patience, quoi. Mais aujourd'hui, on est dans une génération de plus en plus où tout va vite et on veut la réussite vite. Et surtout qu'à la télé, on nous propose des réussites vite. Le gars, on te dit, il était youtubeur, tu vois, il faisait rien avant le Covid, du jour au lendemain, il a explosé avec des TikTok où ça marche. Le problème, c'est qu'à un moment, ça va aussi vite que ça va redescendre.
Parce qu'il va y avoir des problèmes. Et il va y avoir des problèmes parce que le gars, il va avoir des millions de followers. Il suffit qu'il y ait une polémique qui soit lancée parce que on a considéré que c'était raciste ce qu'il a fait ou pas, que ça descend aussi vite. Mais mentalement, il est pas prêt. Non. Donc, ça, c'est bien d'avoir la motivation, donc tu continues, mais il faut que tu aies une base solide. Et cette base solide, c'est ton mindset, c'est ton état d'esprit. Et les gens n'arrivent pas à percevoir que le fleuve ne sera pas tranquille. Ils veulent plus de problèmes. Et oui. Alors qu'en vrai, un bon entrepreneur, il est là pour ça, pour régler les problèmes. Il va les régler parce qu'il sait que ça fait partie du jeu. Et qu'il est responsable. C'est ça. Donc, il va prendre sa part de responsabilité. Et moi, mon travail, c'est de lui expliquer que, justement, des problèmes, tu vas en avoir, et qu'en fait, ton exercice mental de régler les problèmes fait qu'au bout d'un moment, ce ne sont pas des problèmes. T'auras une vision des problèmes qui diffère d'avant, quoi. Oui. Et si tu arrives à changer cette vision-là, ce n'est plus un problème. Le problème, il est, généralement, pour n'importe qui, c'est associé à une douleur. Tu te dis, merde, il y a ça, je sais pas moi, par exemple, il t'arrive un redressement, t'as des gens, ça leur arrive malheureusement, c'est un problème. Alors, oui, c'est un problème vu ça, mais il faut que tu continues à avancer en fait. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui m'ont raconté que suite à un licenciement, suite à un contrôle fiscal, finalement, ils ont osé, puisqu'ils n'avaient plus rien à perdre, puisque c'est quelque chose d'extérieur qui leur a retiré ce qu'ils avaient construit. C'est ça. Ils se sont penchés vraiment sur ce qu'ils étaient, ce qu'ils voulaient, et ça a été la chance de leur vie aussi. Oui. Et c'est ce fameux truc où on vient t'enlever quelque chose, c'est une épreuve, mais est-ce que tu es capable de lâcher ? Et des fois, en lâchant ce truc-là, tu vas beaucoup plus vite qu'en focalisant ton énergie, en disant non, je vais récupérer. Tu vois, souvent, moi j'ai eu là, pas plus tard que, j'allais dire, dans la semaine, t'as quelqu'un qui me dit, dans un coaching, qui me dit, ouais, mais par exemple, dans ce redressement, je vais perdre temps. Comment je fais pour ne pas perdre temps ? Est-ce que c'est la bonne question ? Non. Tu vois ? Mais quand t'es dedans et que t'as mis tes tripes, tu dis, mais c'est injuste. Je fais tout ça et on vient, on me dit, ouais, tiens, on te donne ça. À côté de ça, il y a cette problématique-là. Mais est-ce que ça doit mobiliser 100% ton énergie ? Non. Mais si à côté de ça, tu commences à te dire, mais attends, il me demande 100, mais en vrai, t'es capable de générer 300. Oui. Focalise-toi sur les 300. Ça paraît simple. Oui. Mais par contre, il lâchera pas les 100. Parce que l'être humain n'aime pas perdre. Donc tout le travail, c'est ton attention, là où tu la mets, tu crées quelque chose. Oui. Si je suis en train de me dire, ils sont en train de m'enlever 100, et je focalise mon énergie dessus, je ne peux rien gagner. Je vais essayer de limiter 100. Allez, je vais me battre. Au lieu de m'enlever 100, il m'a enlevé 90. Alors que pendant ce temps-là, si j'avais accès à mon cerveau, je veux dire, quand je dis au cerveau, tu sais, au néocortex, la partie qui réfléchit, en fait, je peux créer, en fait, de la valeur. Mais c'est moi qui prends cette responsabilité-là. Et je me dis, ok, je développe ça. Mais malgré tout, la nuit, tu vas te réveiller, tu vas te dire, ouais, mais il m'enlève ça. C'est ancré en nous. Donc cette peur-là, ça devient un frein psychologique. Et si tu travailles que sur le fait que je suis en train de perdre, tu n'avanceras pas. Mon travail, c'est de te faire avancer, quoi qu'il arrive. Il y a une phrase que tu disais souvent, que j'aime beaucoup, c'est « attention à votre attention ». Et c'est vrai que le fait de faire attention à autre chose que à cette perte, ça fait que, comme tu dis, il pourrait aller gagner 300 quelque part, et puis les 100 deviennent un peu plus indolores, quoi. Oui. Alors que s'il fait juste attention au fait que c'est injuste, tu fais grossir l'injustice, et tu lâches pas. Et tu lâches pas, t'avances pas, tu crées pas, et c'est comme si tu déclarais forfait, en fait, quelque part. Et tu vois, cette notion d'émotion, tu peux pas grandir. Parce que tu fais grandir quelque chose, mais pas toi. Tu vois, c'est paradoxal. Mais là où tu mets ton attention, du coup, va faire grandir quelque chose à l'extérieur. Mais tu ne grandiras pas de ce truc-là. Et l'émotion, pour répondre à la question, c'est le lien que je fais avec ce que je vois, en fait. D'accord ? Et c'est ce qui fait que tu lâches ou pas. Mais il n'y a pas d'émotion positive ou négative. Mais quand tu es en joie, tu kiffes quelque chose, tu vas vouloir l'attraper, ce truc-là, et le garder, quoi qu'il arrive. Et quand il y a quelque chose qui te déplaît, tu vas avoir de la tristesse, tu vas vouloir le lâcher, mais en vrai, à travers la tristesse, tu es toujours en connexion avec ce truc-là. Donc l'émotion, c'est ce qui te connecte à ce que tu regardes.
Et en fait, le travail de fond, c'est de trouver cette émotion et de la faire sauter. Ouais. Et te connecter à celle qui est créatrice aussi. C'est ça. Qui est déjà en toi. Il faut que tu freines et t'accélères là où tu veux aller. Mais tant que tu freines pas, tu pourras pas. Et t'as des gens qui appuient sur les deux. Et ça sert à rien. Donc il y a un moment, il faut que tu lâches quelque chose pour prendre quelque chose. J'adore la tête des entrepreneurs quand ils viennent te voir. Ils ont vraiment mis leur trip dans leur société et qu'ils ont l'impression au départ que tu les prends pas au sérieux sur ce qu'ils ont investi, alors que c'est tout l'inverse. Et ils se rendent compte que finalement, ils sont dans un escape game, en gros, et que tu les aides à s'échapper de cet escape game pour créer quelque chose de complètement fou. Et avec des résultats de fou, avec la légèreté d'un jeu d'enfant, quoi. Oui. Mais la légèreté, je l'ai facilement parce que je suis extérieur à ça. T'as pas la charge émotionnelle tu vois, du truc. C'est toujours normal. pareil. Tu prends un chirurgien, il va te faire 1000 opérations nickel. Le jour où tu lui dis, bon, bah voilà, sur le billard, c'est ton fils, c'est pas pareil. Parce que l'émotion va venir faire le lien. Ce qui fait qu'il va être connecté, et l'enjeu, par défaut, va être beaucoup plus important, et qui dit enjeu max, dit perte max. Tu vois, c'est toujours le même principe, c'est tu marches sur une poutre qui est au sol, qui fait cette taille-là, tu me dis j'ai pas de problème, tu marches dessus. Je te la mets à 100 mètres, je te dis marche dessus, tu dis non. Qu'est-ce qui a changé? Le risque. Tu vois, mais le risque, en fait, c'est pourquoi? Parce que quand elle est au sol, toi, ce que tu regardes, c'est la poutre. Quand tu es à 100 mètres, tu regardes plus la poutre, tu regardes à côté. Ouais. Donc là où tu poses ton regard, tu poses ton énergie, et donc la peur, elle va grossir, tu lui donnes de l'énergie. Et on te dira toujours, il faut que tu fasses le vide pour traverser et avancer. Mais faire le vide, c'est ne pas être happé par quelque chose. Et la peur, c'est le meilleur hypnotiseur du monde. Oui, il paraît que sur une route, si tu regardes l'obstacle, tu te le paies. Alors que si tu regardes ailleurs le plus rapidement possible, voilà. T'es attiré par, de ce fait, l'obstacle, quoi. C'est ça. Parce que, tu vois, quand je dis l'hypnose, la peur, c'est une hypnose. Donc les gens me disent, ouais, moi je suis pas hypnotisable, nanana. Mais si, en fait. C'est juste que t'es pas hypnotisable de spectacle. Pour faire le clown ou quoi que ce soit. Mais en vrai, on a tous ça. C'est une fonction du cerveau. C'est pas, certains l'ont plus que d'autres, ou sont plus intelligents ou pas plus intelligents. D'ailleurs, il y a une histoire de connexion qui se fait à l'intérieur du cerveau qui fait que ceux qui sont plus dans l'hypnose sont des gens qui visualisent beaucoup mieux que les autres. Tu vois, souvent on se dit je t'ai mis la main en l'air, t'es hypnotisable, donc du coup t'es un faible. Non, en vrai il est pas faible. En fait il visualise beaucoup mieux que toi, et il a un lâcher prise beaucoup plus fort que toi. Mais par contre quand il attrape, des fois ça peut être compliqué. T'avais fait une fois, c'était assez impressionnant. T'avais demandé à Michael, photographe, de compter 1 minute dans son cerveau et de dormir pendant 1 minute. Juste pour dire à quel point l'inconscient est conscient. C'est-à-dire qu'en 1 minute, il s'est réveillé. J'en profite. 1 minute, c'était 60 secondes. Oui. Ouais, pile poil. Voilà. Ouais. Il n'avait pas de chronomètre, il s'est réveillé pile poil. Nous, on avait mis le compteur pour se rendre compte. C'est simplement pour introduire à quel point, ok, l'hypnose, c'est un outil, mais l'inconscient, c'est lui qui sait, en fait. Ça. Exactement. Et tu vois, c'est vraiment, ton déroulement, il est bon parce que les gens pensent que c'est l'hypnose. Mais l'hypnose, c'est pas l'hypnose, c'est l'inconscient. Et les gens, quand tu leur montres l'hypnose, ils font un amalgame en disant inconscient égale hypnose. Tu vois, c'est un peu, c'est Bruce Lee, je crois, qui disait ça. Il disait quand tu montres la lune à un idiot, il regarde le doigt au lieu de regarder la lune. Et en vrai, c'est ça, c'est l'inconscient qui. Et moi, mon travail, c'est de travailler sur tes mécanismes inconscients et justement de regarder ce qui marche. Et ce qui est magnifique avec l'inconscient, avec le cerveau, c'est que tu peux le programmer ou le déprogrammer, mais en tout cas, c'est juste de savoir sur quoi il est attaché. Ok, on le détache, mais une fois que t'es détaché, ça suffit pas. Il faut que tu l'attaches à quelque chose, parce que t'es obligé d'être attaché à quelque chose. Donc ça veut dire que si tu as quelqu'un en face de toi qui a une vision, qui a vraiment quelque chose à transmettre et à faire, il a vraiment cette vision et il se voit là-bas, tu peux l'attacher à cette image-là, et du coup, il est focus là-dessus. Ton cerveau, l'attention, c'est est-ce que t'es focus ou pas. Quand t'as peur, tu es en focus. Mais maintenant, quand j'ai une vision, je peux être focus. Et des fois, tu peux utiliser la peur pour qu'il soit focus sur sa vision.
Et un sage, il est détaché de quelque chose. Enfin, il est censé être détaché de tout quand c'est un... Un sage, il évite de s'attacher. Voilà. Il évite de s'attacher parce qu'on sait que l'attachement... Alors là, du coup, on parle plus de spiritualité. L'attachement fait que tu ne peux... En vrai, si tu t'attaches à quelque chose de matériel, t'es perdu. Tu ne peux t'attacher qu'à quelque chose de plus grand. Si tu t'attaches à quelque chose de matériel, en vrai, tu t'attaches à ton ego quelque part, de manière indirecte. Si tu t'attaches à quelque chose de plus grand que toi, par exemple, on va dire, à un mouvement. Par exemple, tu lances un mouvement où tu vas créer une nation, où tu vas créer quelque chose de plus grand. C'est quelque chose que tu ne peux pas palper. Donc là, tu es dans un game infini, en fait. Alors que dans le game fini, c'est une fois que j'ai le téléphone, ça y est, game fini. Là, tu peux pas le finir, le game. Donc du coup, c'est quelque chose qui va être constamment en mouvement et la spiritualité veut que, en fait, il faut que tu t'attaches à quelque chose de beaucoup plus grand si tu veux avancer. Si tu t'attaches à ta voiture, à ta Lambo, à ta Rolex et tout ça, on sait juste que tu t'étais attaché à ton ego. Si tu vas plus loin, ton ego, alors il faut faire attention parce que du coup tu peux créer un mouvement et toujours te dire au début, moi je crée un mouvement, mais ton ego il peut être derrière, caché en disant, est-ce que tu vas mettre... Voilà, c'est ça. Exactement. Est-ce que tu mets le truc au service de ton ego ou c'est ton ego que tu mets au service de ça? Et tu peux mettre ton ego au service pour motiver les gens parce que tu as des capacités et tout ça, mais à un moment tu peux te perdre en fait. Plus tu vas rentrer dans ce jeu-là, et c'est très dangereux dans le sens où souvent les gens se perdent, c'est-à-dire que la puissance, le pouvoir amène l'ego. Mais après, il est plus connecté à plus grand que lui, au final, si tu remets l'ego au centre du truc. T'imagines, à un moment, on te dit tu es capable d'avoir tout ce que tu veux. Ton premier instinct, c'est... Le mot, c'est « je veux ». Dès que tu dis « je veux », le « je », J-E, déjà ton ego, il est bien là. Et le « veux », c'est « qu'est-ce qui me fait avancer », tu vois. Et d'ailleurs, dans le développement perso, ça marche beaucoup comme ça. C'est « qu'est-ce que tu veux ?» Si la personne, elle te dit, moi, je veux rien, tu veux rien, tu vois. Et d'ailleurs, dans la religion, de manière générale, on te dit que le contentement, en soi, tu cherches rien à vouloir, tu t'es content avec ce que tu as. Donc, du coup, tu peux rien vendre ou rien proposer parce que tu ne veux rien. À partir du moment où tu veux quelque chose, ça sous-entend que tu l'as pas. Si tu l'as pas, je peux être la personne qui va t'aider à l'avoir. Est-ce que c'est pas se connecter au manque que de faire ça aussi? De se dire je veux, non, ça montre aussi qu'il te manque quelque chose et d'être connecté au manque? Oui, tu vas être connecté au manque parce que quand tu dis je veux ça, c'est que je l'ai pas. C'est ça. Et si je l'ai pas, je suis pas dans le contentement, donc du coup je vais me bouger. Et c'est ce mouvement-là qui fait le business en vrai. Si tu veux rien, j'ai rien à te vendre. Mais par contre, si tu veux atteindre quelque chose, je peux t'aider à l'avoir. J'aime bien ce que tu dis parce que par rapport au concept, c'est là où je vois les concepts qui tiennent. Et les concepts qui, comme tu dis, s'arrêtent net une fois que il y a le portable, il y a la voiture, il y a tout ça. C'est là où tu vois si la personne elle est connectée à quelque chose de plus grand qu'elle ou pas. Ouais. Et je pense que c'est vraiment une des questions que les gens doivent se poser peut-être au moment du démarrage d'un projet ou d'un concept. Est-ce que c'est connecté à une idée, à quelque chose de plus grand que lui-même? Alors je me suis posé cette question-là. Et je suis pas sûr. Je crois qu'au début, il faut être dans l'action. Tu vois? Il faut être dans l'action et après, il faut se chercher. Parce que des fois, spontanément aller là où tu veux aller? Le risque, c'est que si tu passes trop de temps à chercher, tu vas pas avancer. Tu vois, le risque, il est là. Donc c'est bien de réfléchir avant, mais il y a un moment où, en vrai, tu dois passer à l'action et après, tu réfléchis. Tu vois, dans ce sens-là. Pour corriger, je suis un peu d'accord avec toi pour apprendre. Oui. Dans l'apprentissage, je suis d'accord avec toi. Après, là, c'est vrai que je cible un peu plus ceux qui montent un concept et qui, dans ce concept-là, ne se posent pas forcément la question du quelle idée je véhicule derrière et qu'est-ce que je défends comme idée ou comme message. Oui. C'est juste une question de message. Mais après, ton message, il peut changer en cours de temps. Parce que tu es humain, évidemment, bien sûr. Et puis, au fur et à mesure des expériences, et comme tu dis, on n'est pas les mêmes d'il y a 5 ans. C'est la même chose aujourd'hui pour nous. Mais tu vois, on en parlait une fois, c'est cette notion de pourquoi tu fais les choses. Mais est-ce qu'il y a un vrai pourquoi? Tu vois, t'as des gens qui vont te dire, moi, je veux absolument le pourquoi et tout ça. Avant de commencer, ils te disent ça parce qu'ils n'ont pas commencé. Oui. Mais je suis d'accord avec toi parce qu'ils ont été bombardés par aussi des vidéos où t'as pas de pourquoi, tu sais pas pourquoi tu fais les choses. Donc du coup, et en fait, j'ai pas de pourquoi, il me faut un pourquoi.
bah du coup, je vais trouver quelqu'un qui me donne un pourquoi. Ouais, mais non, oui. Je suis c'est d'accord parce que avec toi. marketingment parlant, on lui a montré que si t'as pas de pourquoi, t'avanceras pas. Après, je vois pourquoi il y a cette idée-là qui est véhiculée. Et en effet, ça ne doit pas être un frein. Non, à l'action. À l'action. Ouais. Parce que l'action, c'est la vie. Et je croise tellement d'entrepreneurs qui ne réalisent pas, d'entrepreneurs qui ne sont pas encore passés à l'action de là où ils ont envie d'être, quel que soit leur succès d'ailleurs, juste parce qu'ils n'écoutent pas leur instinct. Et pour moi, le pourquoi, je pourrais le définir juste par l'instinct, en fait, de l'immédiateté. Mais des fois, le pourquoi, moi, d'un point de vue psychologique, je dis souvent que le pourquoi, il est lié à un trauma très fort que tu as. C'est possible. Tu vois, dans le sens où si tu as eu un manque très fort dans ta jeunesse, mais quand je dis très fort, c'est pas juste t'as pas eu le droit au Nutella à 16h, tu vois. C'est viscéral. Voilà, c'est un truc qui te met dans une énergie et dans une émotion très forte que tu ne peux pas contrôler, qui fait que tu perdures. Et comme tu perdures, l'effet cumulé fait que tu as beaucoup plus de chances de l'avoir. La fameuse frustration dont tu parlais tout à l'heure. Et tu vois, l'entrepreneuriat, les entrepreneurs sont généralement des bons gestionnaires d'argent. Tu vois, il y a un lien avec l'argent qui est très fort. Malgré tout, c'est-à-dire qu'ils ont une passion, mais ils savent gérer l'argent. Ils prennent soin, mais pas tous. Il y en a qui savent énormément générer d'argent, mais qui savent pas le garder. Oui, mais ils sont plutôt créatifs, ces gens-là. Ils sont plutôt artistiques, ou ils ont leur truc. Mais quelqu'un qui sait 1 euro est 1 euro, il va l'investir, parce que les entrepreneurs, c'est de l'investissement. Tu entendras toujours, je fais de l'IMO, j'ai mis en bourse, j'ai mis en crypto. Ils investissent cet argent-là. Après, comment je fais de l'argent? Donc ça, c'est le moyen. Et ils peuvent faire de l'infoprenariat, ou c'est des formations, ou c'est où je te vends un truc. Mais à la base, ils ont un besoin profond d'insécurité. Et quel est le meilleur moyen? Et tu le verras, et de toute façon, on en a parlé plein de fois. La plupart des entrepreneurs, quand tu leur demandes qu'est-ce que tu veux, le même mot revient, la liberté. Et après, quand tu dis quel type de liberté? La liberté financière. Oui. Donc tu vois, c'est un schéma qui est redondant. Donc, et de temps aussi. Parce que quand ils montent, ils ont de plus en plus de responsabilités, de plus en plus de charges, de plus en plus de problèmes. Et parce que le financier apportera des problèmes. Bah oui, pour avoir des problèmes d'argent, il faut d'argent. C'est ça. Mais du coup, tu navigues dans le paradigme de l'argent. Donc du coup, tu auras les belles choses. Si tu veux avoir un yacht, c'est bien, mais il te faut un équipage, il faut l'essence, il faut l'assurance, il faut le machin. Donc ça le revers de la médaille. Et ça va te coûter de l'argent. Parce que tu restes dans ce plan-là, quoi qu'il arrive. Hicham, je voulais te remercier pour le temps que tu nous as consacré pour partager ton expertise, ton expérience. Et te dire à bientôt, surtout. Et comment les personnes peuvent te retrouver, communiquer avec toi, éventuellement se présenter à toi avec leur profil d'entrepreneur avancé. Alors moi, essentiellement, je réponds à la question sur Instagram, on va me retrouver, et aussi sur LinkedIn, on va me retrouver aussi, et sur le site internet Hicham Akadam, c'est assez simple, on tape Hicham Akadam et vous allez trouver sur Google, il n'y en a pas beaucoup. Et je voulais te remercier également pour ce moment en fait de partage, parce que du coup comme d'habitude, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et du coup pour moi travailler avec toi, ça a toujours été enrichissant. Donc je te remercie pour ça. Et tu m'as mis un peu dans cette lignée là à découvrir les entrepreneurs. Donc je te remercie pour ça. Et ensuite c'est de continuer ensemble à travailler ensemble. Et pour toi, où c'est qu'on peut te contacter? Je fais une parenthèse pour te remercier aussi à mon tour. Parce que pour le temps, oui, mais tout de même. Je te remercie pour le temps, puisque c'était aussi pour les personnes qui suivaient la vidéo. Tu es une personne clé dans ma vie. Tu m'as énormément aidée. Pas en thérapie, je précise. Dans mon parcours entrepreneurial. À voir qui j'étais, à voir que j'avais peut-être éventuellement un axe qui était intéressant, avec une intention qui était intéressante en tout cas, et qui avait sa raison d'être. Voilà. Merci. Donc merci à toi, Hicham. Merci beaucoup. Et on te voit où? On te On te retrouve On te retrouve
Sur Instagram, Ok. évidemment, sur LinkedIn aussi, si vous voulez. J'en profite aussi pour, en bas de la vidéo, j'en profiterai pour vous offrir aussi le passage à QLRR, puisque c'est sur le même sujet. Excellent. Comment se vendre à sa vraie valeur. Et j'aborde un peu tous ces points-là de façon plus formatrice, plus... on va conférence. dire. Conférence, voilà. Très bien. Du coup, t'as mis une vidéo, faudra que je trouve une vidéo. Moi, j'ai une vidéo qui est très bien, il suffit de cliquer sur mon profil. C'est justement, ça parle des 35 000 décisions qu'on a par jour. Ouais. Et je vous invite à aller la regarder, parce que cette formation-là, elle vous explique comment ça marche dans votre cerveau et comment vous pouvez optimiser votre vie pour avoir ce que vous voulez. Donc, on la remettra en description. C'est une super idée. Ouais, top. Merci. Merci, Cham.